bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette demi-heure ensemble sur comment et pourquoi digitaliser son processus de staffing. Alors, on vient de me former à l'instant sur la façon dont je partageais mon écran, donc j'espère y arriver sans problème. Normalement, vous voyez mon écran. Si j'arrive à le mettre en plein écran. Alors, avant de démarrer, je vais rapidement me présenter. Donc, moi, je suis Quentin Kelly, je suis le CEO et cofondateur d'une jeune entreprise qui s'appelle Anjaro, une entreprise qui a quand même bientôt 6 ans maintenant et qui a monté, vous verrez, un logiciel de staffing. Ça fait donc 5 ans maintenant que notre métier, c'est de digitaliser la gestion du staffing dans des grandes organisations, donc des organisations qui ont environ plus de 300 collaborateurs et ça va jusqu'à 50 000 collaborateurs, je crois, pour notre plus grand client en base. Moi, à titre personnel, avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, j'étais RH. J'étais dans des fonctions de recrutement et de développement RH. J'avais aussi fait un peu de paye avant. Donc, j'ai vraiment été souvent interpellé, notamment par toutes les missions de RH de terrain qu'on peut connaître. Et donc, ce staffing, finalement, si j'ai lancé avec mes associés mon entreprise, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était un gros problème. Alors, avant de démarrer, pour être très clair, qu'est-ce que le staffing ? Le staffing, en fait, ça va être le processus qui va consister justement à pourvoir des positions à court, voire très court terme. C'est souvent d'ailleurs des réponses à des pics d'activité très peu anticipés ou alors à de l'absentéisme également peu ou pas anticipable qui vont être avec un délai de prévenance de 2-3 jours, voire le matin même. On a quelques statistiques chez Anjaro sur notre plateforme. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on a un remplacement à pourvoir sur notre plateforme, on fait à peu près 250 000 mouvements de personnel chaque année, pour vous donner une idée. On va avoir à peu près une décomposition en 3 tiers, c'est-à-dire un tiers des demandes qui vont être à pourvoir le jour même, un tiers qui vont être dans les 48 heures avant le coup de feu, et puis un autre tiers qui vont être beaucoup plus anticipables entre 48 heures et jusqu'à 2 semaines, 3 semaines avant le coup de feu, donc qui vont être plutôt pour remplacer des congés, ce genre de choses. Qui sont des demandes, bien évidemment, ces dernières, beaucoup plus faciles à remplir puisque le degré d'urgence a une importance dans la désorganisation que va créer un poste ouvert à très court terme. Alors, on s'est un petit peu intéressé justement à ce process et en rentrant, il y a maintenant 5 ans et demi dans des grandes organisations, on s'est rendu compte que ce process de staffing dans les grandes organisations, il était extrêmement manuel. On a regardé ce qui se passait finalement dans la tête d'un manager qui, pour prendre le pire des cas, le premier tiers dont je vous parlais tout à l'heure, reçoit un coup de fil d'un de ses collaborateurs qui lui dit désolé, aujourd'hui je peux pas venir, j'ai un problème de garde, je suis malade. Que fait un manager, par exemple, d'un magasin ou d'un chantier ou d'un restaurant dans une grande organisation? En fait, la première chose, c'est souvent qu'il va appeler son réseau personnel. Il va appeler son réseau personnel, des CDD qui sont passés par son magasin récemment, des extras dans la restauration ou même du personnel à temps partiel qui est en repos. Puis bon, un manque de chance, très souvent, malheureusement, c'est beaucoup trop tard pour trouver quelqu'un. Alors, il appelle son collègue de l'établissement d'à côté, l'établissement A, avec qui il bosse depuis un moment, l'établissement B, C, D, pour leur demander des renforts, un coup de main. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un pour me dépanner? Malheureusement, personne. Alors, ils finissent par appeler le siège. Alors ça, c'est moi dans mon ancienne vie. C'est le RH opérationnel à qui on va demander s'il y a quelqu'un de disponible potentiellement, parce que peut-être que j'ai un pool de collaborateurs volants, peut-être que j'ai ce qu'on appelle souvent un vivier de CDD. Donc, on va demander soit au RH, soit parfois il y a des équipes dédiées, des équipes qu'on appelle parfois coordination emploi, par exemple. Et puis, potentiellement, si on a de la chance, le RH ou le directeur régional aussi va trouver quelqu'un. Par exemple, quelqu'un dans le vivier de CDD, donc maintenant il faut faire le contrat, avec tous les risques légaux évidemment afférents au fait de faire un contrat très rapidement.
Puis on fait le passage en paye, parce qu'il faut bien évidemment rentrer, que la personne a travaillé chez nous et il faut bien la payer. Et puis ensuite, on va passer le tout en comptabilité, notamment si par exemple on est dans ce qu'on appelle du prêt de collaborateurs entre établissements, puisqu'il va falloir impacter la refacturation du salaire vers le code comptable d'origine. Bref, c'est un système qui est stressant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on est dans l'urgence, on sait qu'il va y avoir un coup de feu, qu'aujourd'hui on va devoir faire notre journée, et puis on n'a absolument personne à disposition. C'est un process qui est archaïque, ultra manuel, qui demande des dizaines de coups de fil, hein, ça peut prendre 2 heures, potentiellement d'ailleurs on peut ne trouver personne, parce qu'on démarre même la journée en essayant de trouver quelqu'un, mais peut-être qu'il y a tout simplement personne de disponible dans notre rayon géographique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce qui fait que cette personne, justement, ce manager, il se retrouve dans cette situation? On a regardé et on s'est rendu compte que la principale problématique, quand il est comme ça, sur la ligne de départ le matin, c'est que il n'a pas vraiment la possibilité quasi humaine d'être aussi réactif que son besoin. Son problème, c'est qu'il n'a pas de visibilité exhaustive et instantanée sur la disponibilité des collaborateurs autour de lui. Son problème, c'est tout simplement, il n'est pas omniscient et donc il va manquer de visibilité, il va être aveugle sur le personnel disponible autour de lui ou d'elle au sein de l'organisation, au sein de l'écosystème de l'organisation. Donc c'est vraiment un enjeu de réactivité et d'exhaustivité de l'information à un instant très précis. Et c'est pour ça, on va voir que nous, on a décidé de digitaliser ce processus. Vous allez me dire qu'il existe bien sûr des solutions. La solution de l'intérim, d'ailleurs, on a des spécialistes de l'intérim. Vous avez quelques logos ici, et c'est loin d'être les seuls, qui vont permettre justement d'apporter une réponse instantanée. Mais évidemment, ce service, il a un coût, il va être plus cher que de prendre quelqu'un en interne ou dans son propre réseau. C'est tout à fait normal. Puis alors, il y a une autre solution qu'on connaît tous, qui est celle de ne pas remplacer, évidemment, avec les problématiques que ça pose pour la relation client. Aujourd'hui même, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un dans le nettoyage. Vous vous doutez bien que quand vous remplacez pas la personne qui fait le ménage dans vos bureaux, ça a un impact évident sur votre relation client, sur la satisfaction du client. C'est quelque chose qu'on préconise pas trop. Notre solution, elle est simple, c'est celle de digitaliser ce process, c'est-à-dire d'avoir une vision exhaustive et instantanée. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne et ce que ça apporte tout simplement en termes d'usage. Puis ensuite, on va rentrer un petit peu sur les raisons organisationnelles de pourquoi est-ce que on recommande de digitaliser cette partie de staffing. Quand vous vous connectez sur Anjaro, vous allez avoir accès à l'ensemble du personnel disponible autour de vous au sein de votre écosystème. Il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle une technologie de place de marché. Et nous, ce qui nous différencie, c'est notamment avec cette place de marché que vous allez être dans un circuit fermé. C'est-à-dire que vous décidez des personnes qui ont accès à cette place de marché en interne qui va permettre de faire une rencontre entre l'offre et la demande au sein de votre organisation. En fait, cette place de marché, en termes d'utilisation pour le manager, elle va avoir plusieurs effets vertueux. Le premier, c'est un gain de temps. En fait, en ayant tout de suite la visibilité sur qui est disponible, on va faire un jeu de filtres, ce que vous pouvez voir en haut de l'écran, et vous allez pouvoir choisir les dates, choisir le lieu, choisir le type de position que vous recherchez. Et donc, nous, petit à petit, en fait, on a notre système qui va filtrer les personnes disponibles en fonction de vos demandes. Ça va être la première chose. Tout de suite, vous allez savoir qui est potentiellement disponible pour me venir en aide. Le deuxième point, c'est qu'on a une solution qui va vous permettre, grâce à cette exhaustivité de l'information, d'être très précis dans votre recherche. Donc, vous allez pouvoir décider de prioriser le maintien des standards, c'est-à-dire la compétence. J'ai besoin d'une habilitation particulière, par exemple, une habilitation pour travailler dans des hôpitaux, une habilitation pour pouvoir travailler sur des sites sensibles en termes de ce qu'on appelle en anglais les background checks, c'est-à-dire les antécédents judiciaires. Voilà, je trouve mes mots. Donc, on va pouvoir chercher un certain nombre de choses pour encore plus filtrer de façon plus précise, parce que vous avez besoin d'une compétence particulière, d'une habilitation particulière. Évidemment, parfois,
plus que la compétence. Le problème, c'est que là, dans une demi-heure, il faut que je remplisse ma prestation pour le client. Et là, ce qui va compter, c'est la continuité opérationnelle. Dans combien de temps précisément est-ce que je peux avoir une personne disponible et qui va venir remplir la prestation sur le lieu physique dont j'ai besoin de cette personne. Et alors là, le temps de trajet est extrêmement important. On a des clients, des très grands clients, je crois qu'on en a un où on est allé jusqu'à calculer 19 millions de temps de trajet de mémoire pour s'assurer qu'on avait l'exhaustivité de l'information, quel que soit le collaborateur et quel que soit le site en demande. Ça, c'est quelque chose qui est absolument stratégique dans la manière dont on va réussir le staffing. Et le dernier point, en fait, c'est que notre algorithme, pour le coup, va avoir un effet d'entonnoir. On va rentrer un petit peu dans le détail qui va permettre de réduire les coûts, c'est-à-dire qu'on va pousser en priorité les personnes qui sont les plus efficientes, y compris économiquement, pour votre organisation et mettre vers le bas les personnes qui coûteront le plus cher ou pour lesquelles vous allez considérer avec nous qu'il y a un coût supérieur aux autres personnes disponibles. Donc en fait, cette exhaustivité de l'information, le fait que votre manager ait tout de suite, via la digitalisation, l'exhaustivité de l'information sur les personnes disponibles, ce que ça veut dire, c'est que ça va vous permettre de pouvoir trier, d'être beaucoup plus précis. Là où quand votre manager prend son téléphone, c'est normal, il ou elle va prendre la première personne venue. Ben là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en lui donnant le luxe de choisir, on va pouvoir permettre au manager de choisir là où les personnes les plus efficientes opérationnellement par rapport à son besoin précis. Alors pourquoi, pour revenir à la question, pourquoi digitaliser? Déjà, vous l'avez compris, parce que vos opérations seront ravies. Ravies parce qu'elles vont accélérer le processus de staffing. Elles étaient dans un passé hyper manuel au téléphone où elles passaient 1 heure, 2 heures le matin à chercher quelqu'un. Et ben là, on va avoir quelqu'un extrêmement rapidement. La mise en relation elle-même ne peut prendre que 1 minute techniquement, puisque c'est un jeu de notification. C'est-à-dire qu'une fois que le manager va choisir une ou des personnes, elles vont tout de suite recevoir un SMS et une notification. Elles pourront accepter la proposition. Donc ça va extrêmement vite, ce qui fait que on arrive à diviser, là vous le voyez avec ce cas client dans le retail, à diviser par 2 le temps pour staffer. Et en plus de ça, on va avoir un taux de couverture extrêmement élevé. C'est-à-dire que nous, sur notre logiciel, on voit que sur 100 jours de besoins enregistrés sur la plateforme, on va en pourvoir 90% en interne, ce qui est colossal. Et en plus de ça, on va prioriser l'interne à tel point que sur 100 jours de disponibilité, c'est ce que vous voyez avec ce qu'on appelle le taux de reclassement, on a en moyenne 31 jours de redistribués en interne, ce qui sont des statistiques très élevées, c'est-à-dire qu'on va systématiquement prioriser les collaborateurs disponibles en interne. Donc vous avez un avantage en termes de temps qui est non négligeable, qui est sans doute le plus important pour le manager, et en plus de ça, vous avez une grande efficience opérationnelle et donc un taux de couverture beaucoup plus élevé. La deuxième chose, c'est qu'on va casser les silos. Alors là, je vais être très précis, on va notamment prendre le cas des réseaux. Quand vous avez un processus très manuel, vous avez un système assez normal où chaque manager d'établissement va avoir son petit réseau de 2 ou 3 personnes, de 2 ou 3 CDD qui ont l'habitude de venir faire des remplacements chez eux. Ce qu'on va faire en digitalisant ce process, c'est qu'on va mutualiser. Et donc, en fait, tout simplement, l'ensemble de ces personnes vont avoir accès à un même pool, vont mettre en commun leur pool de CDD. Et alors ça va à plusieurs effets vertueux, mais celui notamment de grandement augmenter le taux de pourvoi au poste, évidemment, parce que un manager a beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un maintenant que le pool s'est agrandi, ça va de soi. Et vous verrez que ça a d'autres effets au niveau des RH, cet élément. Et puis alors, il va y avoir un effet extrêmement important au niveau d'une organisation, c'est que ça va baisser les coûts. Comme je vous l'expliquais, notre algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prioriser les ressources selon l'entonnoir que vous voyez à gauche. C'est-à-dire qu'on va construire avec vous un entonnoir en fonction du type de ressources. Et en fait, on va mettre dans un premier temps ce qu'on appelle par exemple les intercontrats. Et puis ensuite, on va aller chercher les collaborateurs volants, si vous en avez dans votre organisation. Puis ensuite, on va aller chercher les collaborateurs en temps partiel qui ont levé la main et qui souhaitent faire des heures complémentaires. Et puis ensuite, on va aller dans votre vivier de CDD récurrents.
Puis ensuite, d'ailleurs, si vous le souhaitez, si la politique RH de votre organisation le permet, on va brancher les entreprises de travail temporaire. Il y a un gros avantage avec la façon dont cet algorithme est bâti, c'est que comme vous le voyez avec la flèche de gauche, la ressource la moins chère est celle qui est prioritaire. Et en plus de ça, la ressource en CDI, et ça c'est la flèche de droite, est souvent celle qui est plus fiable et plus compétente, qui a l'habitude de vos opérations. Ça va permettre beaucoup de choses, ça va permettre de baisser drastiquement le volume d'intérim chez vos clients. Nous, on est allé jusqu'à moins 20% d'intérim sur des clients grands comptes et avec des économies non négligeables. On parle de 20 millions d'euros, mais je suis même pas sûr que ce soit à jour tellement on a grossi depuis la dernière fois où j'ai vu ce chiffre. On travaille avec des grandes organisations, mais j'y reviendrai, qui nous utilisent justement avec cet algorithme précisément que vous voyez à gauche. Ça, c'est pour les opérations. Donc, 3 choses finalement qui sont mutualisées, qui sont gagnées en réactivité et gagnées en efficience opérationnelle et en coût. Ça va de soi. Ça va de soi. C'est la première raison pour laquelle on recommande de digitaliser ce processus de staffing. Parce que opérationnellement, il y a un gain énorme, notamment en temps, en confort, mais évidemment en termes de coût des opérations. Puis alors, il y a un deuxième élément essentiel, c'est au niveau RH. Moi, je vous l'ai dit, j'ai monté cette entreprise avec mes associés, je venais des ressources humaines, donc évidemment, j'ai d'abord vu tout ce processus de staffing d'un point de vue RH. Et alors, de la même manière, on a vu 3 éléments essentiels. D'abord, la baisse du risque juridique. C'est un fait, le RH, notamment dans une grande organisation, mais dans tout type de structure, je pense, c'est un peu un garant de la sécurité sociale au sein de son organisation. C'est normal, ça fait partie du mandat d'un directeur des ressources humaines. Et le processus manuel dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a un problème, c'est qu'il amène des risques juridiques très importants, notamment parce qu'avec les CDD, on va avoir des délais de carence. On va avoir aussi, pour certains contrats en CDI, ou même en CDD d'ailleurs, un maximum d'avenants, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire plus de 6 avenants, je crois, ou 10 avenants, ça va dépendre de la convention collective, pour une seule et même personne dans l'année. On va aussi respecter les quotas d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires. Vous savez, par exemple, qu'en droit français, si vous faites passer un temps partiel à plus de 35 heures, il y a un risque de requalification automatique en contrat temps plein. Donc nous, en fait, on va permettre de mettre un certain nombre de garde-fous parce que, évidemment, comme on est digitalisé, on a une information beaucoup plus exhaustive et donc on va pouvoir mettre en place un certain nombre de contrôles bloquants. Ça va être la première raison essentielle qui fait qu'au niveau RH, déjà, on va gagner en sécurité. La deuxième chose, qui est très liée à titre personnel au métier que je faisais avant, c'est la diminution du volume de recrutement. On a remarqué cet effet après un peu d'utilisation de notre plateforme, qui est que avec Anjaro, vous allez pouvoir donner l'application à un certain nombre de personnes que vous allez fidéliser. Et finalement, plutôt que de repartir un peu à zéro, de lancer un processus de recrutement à chaque fois que vous cherchez quelqu'un, vous allez pouvoir fidéliser un pool de collaborateurs théoriquement disponibles et finalement que vous allez pouvoir petit à petit alimenter ce vivier de remplaçants, mais sans pour autant tomber dans des très forts volumes de recrutement parce que vous allez en permanence retourner chercher les collaborateurs qui ont déjà travaillé chez vous. Alors, je vais amener un peu de concret. Prenons l'exemple là des soldes. Pendant les soldes, chaque année, dans la plupart des entreprises qui sont concernées par les soldes, vous avez un très fort volume de recrutement, un pic de recrutement pour absorber notamment les passages en magasin. Les soldes, c'est tous les 6 mois. Et avec Anjaro, vous allez pouvoir donner une application à la personne qui a fait les soldes d'hiver, par exemple, et juste avant les soldes d'été, lui envoyer une notification, une push notification pour lui dire « Si tu es intéressé à l'idée de venir travailler pour mon groupe de magasins, mets-toi à disposition sur ton application Anjaro et comme ça, nous, on pourra te solliciter en priorité. Et en plus, comme tu es déjà formé, ça nous intéresse bien. Donc, ça va permettre de ne pas repartir à zéro. Et si je prends un groupe qui, par exemple, recrute 1000 personnes à chaque solde, si on est sur des gros volumes, mais ça sera plus simple pour mes calculs, potentiellement, vous allez avoir 400 boomerangs, 400 personnes qui vont revenir au sein de votre organisation et donc vous allez réduire votre volume de recrutement à seulement 600 personnes pour ces soldes et le tout en un claquement de doigts en quelques clics.
C'est le deuxième effet très important, c'est cette diminution du volume de recrutement pour une organisation, qui est très liée à la mutualisation qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs au niveau des opérations. Et puis, chose qui m'amuse énormément, c'est évidemment le pilotage RH opérationnel. C'est-à-dire que évidemment, vous avez un cockpit de gestion et que vous allez avoir des données stratégiques autour du staffing très importantes. On l'a vu au début, c'est un process qui est très manuel et à l'heure actuelle, le staffing, c'est quelque chose qui est relativement peu étudié d'un point de vue RH, mais pas que, contrôle de gestion en règle générale. On gère l'absentéisme, on mesure l'absentéisme, on gère beaucoup moins les processus de staffing et de remplacement au sein d'une organisation. Or, en ayant toute cette donnée, on va aider notamment derrière à alimenter les plans de GPEC, les plans de recrutement, puisqu'on va être capable, par exemple, d'expliquer que en permanence, sur telle zone géographique, on a 3 à 4 personnes absentes tous les jours. Et donc, peut-être que c'est l'occasion, par rapport à nos données, de mettre en place un vivier de collaborateurs en CDI volants pour faire des remplacements. On va également pouvoir expliquer que le volume d'absence se concentre à 50% sur tel ou tel type de poste et donc que le plan de recrutement, selon nos données, a sans doute un point de vigilance à aborder sur ce poste précis qui concentre la plupart des absences. Ou même d'ailleurs, on va pouvoir aller sur les politiques d'hygiène et de sécurité pour essayer d'aller creuser justement par rapport à ces données. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de problématique? Donc, on va avoir un ensemble finalement de données dans ce cockpit de gestion, des données aussi sur la réactivité de pourvoi au poste qui vont vous permettre de mieux piloter le staffing au quotidien. Mon dernier point, et là évidemment que je parle Manjaro, mais l'avantage, c'est que c'est vraiment une victoire rapide, c'est un quick win. C'est la problématique de staffing, tous les exemples que je viens de vous donner, on est tous capables de se projeter dedans. C'est un problème qui paraît durer depuis des générations et des générations. J'ai un très beau client à qui je parlais récemment qui me disait, mais ce dont vous me parlez, ma génération de DRH et celle d'avant dans mon organisation, elle avait déjà ce problème-là. C'est un problème très vieux et qui, une fois qu'on l'aborde sous l'angle de la technologie, on se rend compte, peut au moins en partie, parce qu'on n'est pas non plus des magiciens, être réglé facilement grâce à la technologie. Je vais vous donner une idée. Nous, on a un temps d'implémentation qui est d'environ 6 semaines, donc très rapide pour un projet informatique, ça va de soi. On obtient des résultats quantifiables en moins de 3 mois. Là, on vous a donné, par exemple, les courbes d'onboarding et de connexion d'un client dans des crèches. Et comme vous le voyez, on a un taux de connexion très élevé dans le vivier de CDD de 40%. C'est beaucoup, ça veut dire qu'on a tous les mois 40% des CDD qui sont passés par cette organisation ces 12 derniers mois qui mettent à jour leur disponibilité. C'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que les gens souhaitent revenir au sein de l'organisation et lèvent la main volontairement pour ça. Et puis alors, en termes de taux de connexion, vous voyez qu'en 3 mois d'utilisation, on arrive à plus de 80% de taux de connexion des établissements, sachant que tous n'ont pas eu des absents tous les mois. Ça veut dire qu'on est à quasiment 100% des établissements de ce groupe de crèches onboardés, utilisateurs, dès qu'ils ont un absent de la plateforme. C'est, encore une fois, on facilite tellement la vie des managers opérationnels que c'est bête, mais évidemment qu'ils se connectent parce que entre passer des heures de coup de fil ou même se retrouver sans remplaçant, on va se connecter à Manjaro parce qu'on va avoir cette visibilité. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Ça nous est arrivé, on a eu ce genre de retour client assez dingue. Même si personne n'est disponible sur Manjaro, les managers ils nous disent au moins je suis au courant qu'il n'y a personne de disponible et j'ai pas à chercher 2 heures dans le vide. Je sais que personne n'est là. Et même là, finalement, même quand personne n'est là, c'est un avantage pour le manager et c'est un gain de temps. Ça va de soi. En plus de ça, on va avoir des possibilités pour vous éviter les doubles saisies. Vous avez un certain nombre de logiciels. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois déjà que le temps tourne. C'est court, une demi-heure finalement. Mais vous voyez qu'on peut évidemment s'intégrer avec l'ensemble de l'écosystème SIRH.
par des fichiers plats pour pas rentrer dans des chantiers énormes de développement. Mais évidemment, on peut passer par des API et on le fait avec nos clients qui ont le plus de volume. Ça va de soi. Pour finir, on ne peut pas faire de présentation à l'heure actuelle sans parler de Covid-19, qui augmente vraiment la pression sur les effectifs. Ça, c'est ce qu'on voit notamment depuis la rentrée de septembre, finalement. Ce qui s'est passé, c'est que ce Covid a amené un gel des recrutements dans la plupart des organisations. Et ce gel des recrutements, il a amené une chose, c'est qu'avec moins d'effectifs, on a une pression qui a intensifié lorsqu'il y a un absent. C'est normal, il y a moins de gras finalement, donc ça pose un certain problème. Cela, ajouté aux effets un peu stop and go liés aux annonces du gouvernement, liés aux différents confinements, ça fait que on a une complexité accrue des problématiques de workforce management et donc de staffing, puisque finalement l'impact d'un absent est encore plus important et la course au chiffre d'affaires quand il y a une augmentation de l'activité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on doit adapter son staffing quand il y a des fluctuations d'activité, est d'autant plus importante parce que d'autant plus stratégique pour les chiffres de l'année. Et tout ça réuni, on le voit bien, ça crée vraiment une grosse demande sur le la workforce management. Je m'arrêterai là, évidemment, en reparlant des 250 000 mouvements de personnel qu'on fait chaque année. Vous avez quelques logos sur la droite, c'est plus intéressant. Et j'ai fini sur cette présentation. Je vais pouvoir arrêter de partager mon écran et vous voir, notamment s'il y a eu des questions. Alors, est-ce que j'ai partagé mon écran? Est-ce que j'ai arrêté de partager mon écran? Je pense que oui. Ok, alors je vois qu'il y a quelques questions, notamment les envies des collaborateurs, la question de Jean-Pierre, et j'essaye de voir derrière. Je suis désolé s'il y a quelques autres questions. D'accord, je vois un certain nombre de questions auxquelles j'ai répondu au fil de l'eau. C'est bon, je reprends finalement et je reviens sur la question des compétences et des référentiels métiers. Désolé, je les monitore en même temps, comme ça c'est bon. Alors, est-ce que l'outil comprend à la fois des compétences techniques et les soft skills? Alors, nous, oui, la réponse est oui, on peut prendre les deux. Après, on commence à connaître assez bien notre métier et on va vraiment vous recommander d'aller plutôt sur des compétences techniques en priorité parce qu'on est sur des missions de courte durée. Alors, évidemment, il y a certains métiers où les soft skills, elles sont essentielles et dans ces cas-là, il va falloir les prendre en compte. Mais ce qu'on va vous engager à faire dans l'implémentation, c'est de rester sur des compétences quand même plutôt techniques pour laisser l'exhaustivité, finalement pas trier plus que nécessaire les profils. Et puis ensuite, il va y avoir un petit peu de décision managériale et d'intuition personnelle sur la sélection du profil et l'envoi. Souvent, on est dans des sujets d'urgence et les soft skills, on les découvre un peu sur le terrain dans ce genre de besoin. Jean-Pierre, toujours, décidément, Jean-Pierre, vous avez beaucoup participé, merci beaucoup. Qui demande si les personnes les plus efficientes sont celles qui ont envie de travailler sur un certain sujet. L'outil comprend-il les envies des collaborateurs? Alors, on va le faire un petit peu différemment dans certains secteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir, oui, via le système un peu de compétences d'ailleurs, des choix, c'est-à-dire des préférences. J'ai la préférence pour travailler sur tel secteur ou sur tel. On est plus sur des secteurs que sur des sujets parce qu'on est sur des métiers, encore une fois, qui sont très col bleu plutôt dans la façon dont on approche. Et donc, on va plutôt être sur des envies, sur des types de clients particuliers, des secteurs particuliers sur lesquels on a envie de travailler. Donc, c'est plutôt via ce genre de situation, via ce genre d'informations, que oui, on va pouvoir prendre en compte, en tout cas, les préférences ou l'aisances de certains collaborateurs. J'ai la question de Thomas pour passer à quelqu'un sur le référentiel de compétences, les référentiels de compétences métiers, qui rejoint un peu la question de Jean-Pierre. Merci pour cette question parce qu'elle revient très souvent. Et en fait, ces outils, ces référentiels de compétences, nous, on va être capable de les intégrer. On va systématiquement avoir notre équipe qui gère l'implémentation chez Anjaro, qui va quand même jeter un œil et potentiellement essayer de les simplifier un petit peu. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est qu'il y ait de l'exhaustivité dans le matching. Et parfois, ça peut paraître un peu contre nature, mais
il faut pas rentrer trop dans le détail dans les référentiels de compétences et de métiers. Donc, nous, on va vous guider là-dedans. Hein. C'est des choses qu'on fait. On a un grand client dans l'énergie où on a mis à plat 5 référentiels de compétences pour les adapter à Anjaro. Et ça fait partie de notre quotidien dans notre phase d'implémentation que de jeter un œil à tout ça. Surtout que les années 2000-2010 ont vu beaucoup de chantiers dans ce secteur. Et puis, allez, je vais prendre une dernière question parce que ça y est, il est 14h30 déjà, malheureusement. Puis en plus, comme je suis bavard, évidemment. Quels indicateurs sont pertinents pour savoir si on a un processus de staffing satisfaisant? Jean-Pierre, moi, je vais vous en donner 3 à la volée. Mes équipes auront peut-être d'autres avis. Moi, je pense que le temps de réaction, ce qu'on appelle chez nous l'anglicisme, le time to shift, le temps entre le moment où vous apprenez l'absence et le moment où vous trouvez quelqu'un et que cette personne arrive sur le lieu est très important. Le deuxième, c'est le taux de remplacement, évidemment. Le taux de remplacement est essentiel. Sur 100 besoins, combien sont pourvus et combien sont pourvus en interne versus en externe. Le dernier point, ça va être sur certaines catégories qui vous semblent essentielles, combien je vais en positionner. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai 100 personnes qui souhaitent faire des heures complémentaires, si jamais c'est un enjeu de QVT important pour vous, est-ce que je les ai suffisamment bien priorisés dans mon processus de staffing pour pouvoir justement les mettre en avant. Voilà, ça va être, je pense malheureusement, la fin de ce webinaire. J'espère vraiment qu'il vous a donné quelques informations sur pourquoi c'est important de digitaliser. Si j'ai un mot à dire, c'est quand on voit la pénibilité de ce système, évidemment que les outils digitaux, les fabuleuses avancées que nous permettent justement ces technologies de place de marché, pourquoi s'en priver? Je vois malheureusement certaines questions que j'ai pas pu traiter. Il y a plein de questions pertinentes et j'aurais les 11 heures de repos, les 48 heures par semaine maximum. Oui, Arnaud, on les traite. Est-ce qu'on fait le recensement du personnel? Oui, Christian, on va se brancher à votre SIRH. En tout cas, on va aller chercher l'information dans votre SIRH et on va même permettre également aux personnes de se recenser. Voilà, malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais merci infiniment pour votre intérêt. C'était vraiment, en tout cas, un webinaire que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer. À bientôt.